Bonjour Jacques, merci de nous recevoir à nouveau pour le village systémique. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de te proposer, c'était une conversation autour de ton histoire avec la systémique. On ne devient pas systémicien comme ça du jour au lendemain. Je ne crois pas. Il y a un travail, il y a une histoire, il y a une expérience. Et c'est un peu autour de ça que j'ai envie de te rencontrer, et notamment parce qu'à travers ma pratique, moi-même, je me rends compte que, effectivement, c'est le fruit d'une lente digestion que de devenir systémicien. Et comme tu es un des précurseurs de la systémique, pas seulement en Belgique, parce que déjà tu faisais de la systémique avant même qu'on utilise le terme, avant que le livre de Václavic et autres viennent. Tu étais déjà, je me souviens d'un congrès où Mouni El-Kaïm en parlait, il disait Jacques était déjà quelqu'un qui faisait de la systémique avant même qu'on utilise ce terme-là. Voilà, c'est un peu cette histoire-là. C'est comment se construit dans ton histoire à toi cette idée qu'on peut regarder le monde, rencontrer l'autre autrement qu'à travers les propositions traditionnelles de celles qui nous sont proposées. Ta formation de psychologue notamment, voilà, tu t'en décales un peu aussi dans ton histoire. Comment ça a mûri, quel a été le déclic au départ? Oui, non, c'est extrêmement intéressant en tout cas ta proposition. Moi, ce qui me revient, je dirais, c'est comment dans mon histoire, à un moment donné, se rencontrent ou se conjuguent des choses qui, d'une certaine façon, n'étaient pas du même ordre, à savoir effectivement le fait que je faisais des études de psycho, dans un certain contexte que je vais peut-être un peu préciser, et qu'à côté de ça, j'avais déjà toute une expérience autour de la protection de la jeunesse, sous cet aspect d'un travail social et thérapeutique vis-à-vis des familles défavorisées, des familles dans lesquelles effectivement il y avait des difficultés avec les enfants. C'est un domaine, si tu veux, qui m'a toujours intéressé et pour lequel effectivement j'avais déjà une certaine expérience. Puis c'est un peu ces deux choses qui vont se conjuguer. Si je reprends brièvement quelque chose de mon histoire, plus en termes de formation, d'histoire intellectuelle, c'est vrai que faisant la psycho à Louvain, avec effectivement l'orientation quand même très analytique de Louvain, j'y ai quand même découvert les idées de globalité. Donc les profs comme Jacques Scott, comme de Wallens, comme Alphonse de Wallens, comme comment dirais-je, Vergotte, sont quand même des gens qui, dans ma formation de psy, m'ont ouvert, sans que n'apparaisse effectivement le mot systémique, m'ont quand même très fortement ouvert à l'idée qu'il fallait voir les choses de façon globale et qu'était critiquable, pour finir, la nosographie un peu trop simpliste, l'idée effectivement qu'il suffirait de faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic mettre en place un traitement, etc. Donc c'est vrai que toute ma formation m'a quand même très très fortement ouvert à l'idée que les choses tenaient ensemble, qu'on ne pouvait pas les réduire.
pouvait pas, effectivement, comment dirais-je, pratiquer sur le terrain de la psychologie ou de la psychiatrie quelque chose de la médecine analytique traditionnelle, avec effectivement, je ne dirais même pas un patient, mais un symptôme et un traitement. Et là, je peux donner des noms, c'est sûr qu'il y a Jacques Scott, etc., mais qui se servait, qui nous a beaucoup initiés à travers, effectivement, des gens comme Goldstein, comme Weizsäcker, etc., Maldinet, il y a quand même toute une série de gens que Jacques Scott aimait beaucoup, qui étaient déjà dans cette tendance plus phénoménologique, plus globalisante, ouverte à l'ensemble et refusant effectivement l'aspect réducteur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelque part tout le côté philosophique d'Husserl, la phénoménologie, qui vient quelque part bousculer la vision tout à fait psychologique, analytique traditionnelle. Oui, quand on dit analytique ici, je ne penserai pas tellement à la psychanalyse en tant que telle, mais l'idée, effectivement, l'idée qu'il faut découper en morceaux pour comprendre comment la machine marche, quoi. Grosso modo. Alors que toute l'idée reçue à travers ma formation allait plutôt dans le sens de comment, effectivement, voir que ce qu'on appelle des morceaux font partie d'un ensemble, tiennent ensemble, et que si ce n'est pas par rapport à cet ensemble qu'on travaille, on est réducteur ou on est destructeur de quelque chose, entre autres pour moi destructeur de l'aspect humain, parce que l'humain ne se réduit pas, ne se divise pas en morceaux. Quoi. Alors bon, mais c'est vrai que de ce côté-là, les grandes idées que l'approche systémique va développer ou a déjà développé aux États-Unis, moi je vais la découvrir à travers effectivement la phénoménologie, à travers Merleau-Ponty, à travers de Wallens, à travers tous ces profs que j'ai pu avoir à l'époque, et qui vont effectivement m'ouvrir à cette dimension-là, que ça soit même effectivement Zondi avec effectivement l'idée même de Zondi où on s'intègre, où chaque personnalité s'intègre dans les 8 facteurs, les 4 vecteurs qu'il a déterminés. Ce sont toutes des comment dirais-je, je ne sais pas si des découvertes, des choses que j'ai reçues qui m'ont ouvert, en tout cas, pas découvert, qui m'ont ouvert à cette idée de travailler de façon plus globale. Alors, ça c'était, je dirais, les très rétroactes, c'est les prolégomènes, je dirais, de mon histoire sur le terrain, parce que, arrivé comme psychologue sur le terrain, je suis confronté, au contraire, à l'aspect parcellisé, à l'aspect effectivement morcelé, à l'aspect extrêmement, cloisonné de mon travail. Donc, les premiers pas en psycho que je fais comme professionnel, ils sont un tout petit peu ils sont dans la pensée traditionnelle de l'époque, où quelque part, effectivement, il faut faire des tests, il faut effectivement arriver à faire poser des diagnostics, il faut effectivement serrer les gens, il faut serrer les problèmes, il faut diviser pour régner, si tu veux, un dicton traditionnel. Et dans les institutions, dans lesquelles, effectivement, j'ai commencé comme psychologue, c'est très clairement ce qui se passe. Avec, comment dirais-je, comment dirais-je, le mal-être, si tu veux, que ça peut engendrer. Moi, je reprends un exemple tout simple. Dans la première institution où je travaille, il y a à la fois une école primaire normale et il y a une école d'enseignement spécialisé. Comme psychologue, le nombre d'enfants qui terminaient leur troisième année d'enseignement maternel, eh bien,
mon boulot de psy, c'était effectivement de les ségriller. Qui est ce que j'allais mettre dans la classe normale, qui est ce que j'allais mettre en enseignement spécialisé. Avec un sous-entendu, je devais remplir les deux classes. Quelle que soit la population de ma troisième maternelle. Parce qu'il n'est évidemment pas question que les deux classes ne soient pas remplies. Avec effectivement le malaise que ça crée. Hein, et puis effectivement l'inadaptation de ces deux formes, je dirais, d'école. Pourquoi? Parce que très très souvent, c'était des gosses intelligents mais très caractériels qui allaient le mieux profiter de la petite classe de l'enseignement spécialisé. Alors est-ce que j'allais mettre le déficient mental dans l'enseignement normal puisqu'il serait sage et gentil et mettre le caractériel intelligent de l'autre côté, alors que normalement... Donc, on est alors comme psychologue professionnel, on est confronté alors à une série de dilemmes liés, je dirais, à l'organisation, je dirais, institutionnelle ou de la société, qui est extrêmement spécialisée, morcelée aussi, parcellisée, etc. Si je me mets sur le terrain, bien sûr, de la protection de la jeunesse et du traitement judiciaire, on avait exactement les mêmes topos. Ce n'était pas du tout évident d'être au clair avec la manière dont la protection de la jeunesse fonctionnait. Alors, c'est un peu la conjugaison de ce malaise, de cette inadéquation, effectivement, de la pratique du psychologue en institution surtout, mais je pense qu'en privé ce n'était pas plus facile à l'époque, qui va m'amener avec des amis à réfléchir, à me dire, mais comment est-ce que on peut à la fois vivre quelque chose d'autre comme professionnel et à la fois, disons-le, exploiter les lignes de pensée que j'avais pu recevoir dans ma formation de psychologue. Et c'est là alors que, on peut dire que ça s'est noué à travers effectivement les expériences québécoises ou l'approche systémique qui concilie assez bien ce que j'avais reçu comme formation au niveau de la phénoménologie, au niveau effectivement de l'aspect plus global des prises en charge, et le malaise effectivement, ou la difficulté de travailler de façon, je dirais, traditionnelle. Et ça va nous amener effectivement à se mettre à penser, je dirais, de façon plus explicitement systémique, parce que le mot, effectivement, approche systémique, va nous arriver à partir, effectivement, des États-Unis et du Québec. Je pense qu'à l'époque, il n'était pratiquement pas utilisé ici en Europe. Il y avait quelques premières expériences dans les années 60, plus de thérapie familiale, qui étaient déjà orientées à partir de l'épistémologie systémique, mais ça restait effectivement extrêmement confidentiel, minoritaire, etc. Et c'est dans des pays comme la Belgique, l'Italie, la Hollande, que va se développer de façon plus explicite alors l'idée de l'approche systémique, qui reprend, qui donne une réponse au malaise effectivement qui était le nôtre, et qui exploite alors de façon explicite ce que j'avais pu recevoir dans ma formation en termes de vision plus globale et comment dirais-je, de critique effectivement de tout ce qui était réducteur. Ce que j'entends, c'est, ce qui me touche aussi, c'est qu'il y a ce malaise qui est quelque chose qui nous traverse peut-être tous en tant que professionnels dans nos contextes quels qu'ils soient, où effectivement on sent que ce qu'on propose en tant que professionnel
n'est pas nécessairement adéquat parce qu'il s'inscrit dans une logique institutionnelle qui peut être oppressive, qui peut être quelque part violente, et qui nous met en porte-à-faux en tant que professionnel. Qu'on soit psychologue, éducateur, AS, peu importe, et que à un moment donné, on se dit que rester dans son cloisonnement, rester dans sa spécialité n'est pas la réponse. Qu'il est question de s'ouvrir à une rencontre avec d'autres, de s'inviter à une pratique plus horizontale qui recherche la transversalité, qui recherche la rencontre avec d'autres professionnels et qui recherche le décloisonnement finalement. Oui, Marc, avec je dirais une petite nuance, c'est que pour moi, parce que ça existait déjà au moment où j'ai commencé à être professionnel dans la fin des années 60, il ne suffit pas d'être pluridisciplinaire, parce que la pluridisciplinarité est souvent une juxtaposition de compétences spécialisées. Non, je pensais plutôt transdisciplinaire. Oui, mais c'est très important pour moi que tu insistes plutôt sur ces mots-là, parce que, dans les institutions à l'époque, il y avait déjà quelque chose de pluridisciplinaire, à savoir qu'on juxtaposait un logopède ou un orthophoniste, on juxtaposait effectivement le psychologue, il y avait l'avis du psychiatre, il y avait l'avis de l'éducateur, etc. Et on faisait un espèce de millefeuille. De millefeuille, avec souvent extrêmement peu de liens entre ces choses. Chacun y allait de son point de vue ou de son, de sa spécialité. De sa spécialité, mais il n'y avait pas effectivement de globalisation.